Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 7h41, j'ai décidé de consacrer cette matinale à la transition énergétique, tout d'abord parce que c'est bien évidemment au cœur du débat actuel sur l'écologie, parce qu'il y a toute une réflexion sur le Green New Deal à l'échelle européenne, et puis parce que l'on voit également que la France va devoir faire des choix industriels en la matière, notamment avec les difficultés d'Engie, mais aussi avec les problèmes qui se posent aujourd'hui pour EDF. Et pour ce faire, je suis en compagnie d'un historien, François Jarige. Vous publiez en compagnie d'Alexis Vrignon un ouvrage collectif intitulé « Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel » aux éditions La Découverte. Et vous appartenez à cette jeune génération d'intellectuels, d'universitaires qui réfléchit sur l'écologie, sur la longue durée. C'est un phénomène assez important sur le plan de la créativité intellectuelle. Et si je devais résumer en une phrase votre idée forte, vous dites finalement que les choix énergétiques, la manière qu'on a donc de choisir entre l'électricité, le pétrole par exemple, n'est pas en fait une question uniquement de technologie ou de technique, c'est aussi tout simplement un choix de société. Qu'est-ce que ça veut dire, François Jarige ? Oui, tout à fait. Donc c'est un livre d'histoire qui essaye de replacer sur la longue durée les débats très vifs d'aujourd'hui. Mais en fait, à chaque époque, l'énergie, c'est les relations qu'une société entretient avec son milieu physique. C'est tout ce qu'elle extrait d'un milieu pour produire des choses. Et donc, chaque choix de société implique un système énergétique différent, implique des types de convertisseurs énergétiques différents. C'est pas la même chose d'avoir une société qui repose sur les moulins à vent, comme la région du Nord du début du 19e siècle, et une société qui dépend d'un système énergétique hyper centralisé avec quelques centrales nucléaires. Donc là, c'est un exemple, évidemment. Mais c'était un débat déjà très vif dans les années 70, lorsque les écologistes s'opposaient au système nucléaire. Ils ne s'opposaient pas à une technique, ils s'opposaient à un mode d'organisation politique centralisé, impliquant un État fort, impliquant un rapport à l'énergie qui repose sur la délégation, finalement, à des acteurs économiques tout-puissants. Donc le débat sur l'énergie, en réalité, est ramené dans le débat contemporain à une question d'innovation, à une question de substitution d'un convertisseur à l'autre, alors qu'en réalité, ce débat sur l'innovation rend invisible le fait que chaque système énergétique, c'est d'abord un système social. Convertisseur, ça veut dire quoi ? Convertisseur, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'obtenir une énergie utilisable à partir d'une source d'énergie primaire. Par exemple, c'est une machine à vapeur qui permet de produire de la force à partir du charbon, et une centrale nucléaire est une énorme machine à vapeur qui produit énormément de force avec du combustible uranium. Et alors, dans le cas, par exemple, des chevaux de trait, puisqu'en fait, ce qui est intéressant, notamment dans votre réflexion, François Jarige, c'est que vous dites, voilà, aujourd'hui, on est confronté à des choix qui sont des choix radicaux en matière énergétique, mais en fait, si on regarde dans les solutions du passé, on a déjà été confronté à ces choix. En fait, voilà, dans la perspective des historiens, ce qui nous intéresse, c'est de mettre un peu à distance les discours contemporains, parce que l'idée d'une transition énergétique, l'idée d'une crise énergétique n'a cessé d'accompagner l'industrialisation du monde. Il faut rappeler que les débuts de l'industrialisation sont liés à une crise énergétique. La fin du XVIIIe siècle, c'est un moment de massive crise énergétique avec la déforestation, avec la saturation des cours d'eau. Il s'agit de trouver des substituts aux anciennes sources d'énergie qui apparaissent insuffisantes. D'où le développement de la vapeur qui va apparaître comme la solution miraculeuse. Et il y a ce processus, il s'opère de façon régulière à toute une série d'époques. Et donc, l'idée, c'était d'interroger qu'est-ce que c'est la transition énergétique. Parce qu'il faut bien voir que c'est un terme qui est apparu assez récemment, dans les années 70, qui est lié au choc pétrolier, à toutes les interrogations environnementales sur la crise du vieux système pétrolier et charbonnier sur lequel a reposé la puissance des nations européennes pendant un siècle et demi. Et dans les années 70, c'est apparu l'idée qu'il fallait engager une transition. Le paradoxe, c'est que on n'assiste pas à une transition, on assiste à une addition d'énergie. Et c'est ça... Vous voulez dire que le terme est trompeur ? Le terme est complètement trompeur. Le terme donne l'impression qu'on va changer de monde, qu'on va passer d'un état à l'autre. En réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Historiquement, il n'y a pas eu de transition énergétique. Historiquement, il y a eu des additions énergétiques. On n'a pas abandonné les sources d'énergie anciennes. On a accumulé une série de sources d'énergie. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas abandonné la biomasse. On a ajouté à la biomasse les énergies fossiles. Donc, toute l'histoire des 250 ans, c'est l'accumulation successive de nouvelles sources d'énergie qui s'additionnent aux autres. N'oublions jamais qu'on n'a jamais consommé autant de charbon dans le monde qu'aujourd'hui. On n'a jamais consommé autant de pétrole, alors qu'on est soi-disant entré depuis 30 ans dans une ère de transition qui doit nous émanciper du charbon et du pétrole. Donc là, il y a vraiment, il faut comprendre cette question, comprendre ces enjeux-là pour éviter de reproduire encore toujours un peu la même myopie sur ces sujets. Mais alors, prenons un exemple qui touche à notre vie quotidienne, la voiture. Et il y a en une du Parisien aujourd'hui un grand dossier sur tout ce qui a changé en matière de voiture. Alors on voit que les Français délaissent
le diesel, et qu'ils sont de plus en plus nombreux à prendre des voitures dites propres. Je pense que vous aurez quelque chose à dire sur ce terme, notamment d'après le Parisien. Celle-ci ferait un carton à Paris et en petite couronne, alors ou bien des voitures électriques ou des voitures hybrides. Pour vous, qui avez réfléchi à l'histoire des choix énergétiques, qu'est-ce que ça veut dire, François Jarige ? Le cas de la voiture est tout à fait passionnant et fascinant. On pourrait en faire une longue émission. Dès les années 70, il faut rappeler, au moment du choc pétrolier, de l'émergence des débats écologiques, la voiture était très contestée. Il y a d'énormes débats sur la voiture et les constructeurs automobiles, dans leur littérature des années 70, expliquaient qu'en l'an 2000, on aurait une voiture propre. L'expression de voiture propre apparaît à cette époque-là. Donc en l'an 2000, il devait y avoir une voiture propre. De même qu'aujourd'hui, on annonce la voiture propre pour 2050. La question, c'est qu'est-ce qu'une voiture propre ? Donc aujourd'hui, on constate que la voiture n'est pas propre parce que le nombre de voitures a explosé. Il y avait à peu près 23 millions d'automobiles en France, il y en a 34 millions aujourd'hui. Ça ne cesse d'augmenter. Le poids des voitures augmente, la cylindrée augmente, maintenant il y a des SUV. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Il peut y avoir un meilleur rendement, une diminution des pollutions et de la consommation énergétique par unité. Et encore, c'est discutable avec l'accroissement du poids des véhicules et de l'équipement. Mais comme le parc ne cesse de s'accroître, et là on parle de l'Europe de l'Ouest qui était déjà équipée dans les années 70, si on prend à l'échelle du monde, c'est considérable. Donc en fait, il n'y a pas de voiture propre. Et la question de la voiture électrique, c'est un oxymore, la voiture propre. Et la voiture électrique, c'est une sorte de mythe qui est véhiculé pour sauver l'industrie automobile. Mythe, c'est-à-dire ? Mais parce que la voiture propre, ça implique qu'il n'y a pas d'émissions de substances toxiques, il n'y a pas d'impact sur le milieu, mais la voiture électrique déplace les pollutions au lieu de les supprimer. Au lieu de polluer au pot d'échappement à la sortie avec le moteur thermique, on pollue en amont dans les centrales qui permettent de produire l'électricité. Et c'est le gros problème de cette idée d'une transition vers la voiture propre. Ce n'est pas une transition vers la voiture propre, c'est la transition d'un système énergétique à un autre. Et les deux posent des problèmes environnementaux très lourds. Bon, mais lorsque vous évoquiez les choix de société qui sont derrière les choix énergétiques, on a donc aujourd'hui 50 millions de voitures immatriculées en France. Imaginez qu'une partie progressivement, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, se convertissent à l'électricité. Qu'est-ce que ça va changer, François Jarige ? Je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Et c'est justement fait pour ne pas changer grand-chose. Pour maintenir un système, pour maintenir un mode de vie qui repose sur la voiture. La voiture, c'est un bon exemple. La voiture, c'est un système social complet. C'est des modes de vie, des modes de mobilité, des modes de consommation. Et on ne veut pas sortir de ce mode de vie et de ce système-là. Donc on annonce le passage de la voiture thermique à la voiture électrique. Mais moi, je pense que ça ne change pas fondamentalement le rapport à l'automobile, à la mobilité, à la consommation. Ce qu'il faut, c'est des infrastructures qui permettent une diminution des mobilités automobiles, des changements de mode de vie qui font que notre rapport à la voiture, qui a été construit au XXe siècle sur un imaginaire de la liberté, de l'autonomie individuelle, soit repensé au profit de ce système de transport plus collectif. C'est ça qu'il faut penser. Et donc, focaliser sur le passage d'un type de moteur à un autre type de moteur, d'une source d'énergie à une autre, empêche de penser ces changements sociaux et politiques plus profonds qui doivent accompagner ces débats. Oui, mais ce que l'on pourrait vous dire, François Jarige, c'est que la voiture a rendu possible notre civilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'aménagement du territoire, le fait que la ville a été peu mal planifiée, que l'étalement urbain a été là aussi à la fois rendu possible, mais également peut-être encouragé par la voiture. Tout ça crée la France d'aujourd'hui et on pourrait évidemment reproduire ce raisonnement pour d'autres pays. Aujourd'hui, que fait-on du coup ? Alors c'est toujours difficile de demander à un historien ce qu'on fait. Il y a une économiste dans la pièce qui pourra... Elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer. Mais non, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour. Je ne sais pas ce qu'on fait, mais c'est ça. Les infrastructures de l'automobile déterminent un certain nombre de logiques d'irréversibilité parce que les infrastructures sont là, les modes de vie sont installés, les formes d'urbanisation sont installées. Ce qu'il faut faire avant... Là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est préserver ce mode de vie, préserver cette société en passant de la voiture thermique à la voiture électrique. Ce qu'il faut, vous dites, c'est notre civilisation qui est comme ça. Mais justement, on se heurte à tellement de problèmes énergétiques, environnementaux, que c'est bien les fondements même de notre civilisation qu'il faut interroger, transformer à partir des infrastructures. Il faut repenser nos infrastructures. Alors évidemment, ça sera un processus de longue durée, mais je ne vois pas comment on peut engager une véritable transition énergétique si, en fait, cette transition est juste le fauné du maintien de nos modes de vie et de nos modes d'organisation collective. Alors justement, lorsque l'on demande à un historien de
penser l'avenir, généralement il vous parle du passé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'invite, François Jarige, lorsque l'on évoque le passage du cheval de trait au moteur, lorsqu'on évoque la traction animale, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet ouvrage collectif que vous publiez avec Alexis Vrignon, Face à la puissance? Alors, si vous voulez parler de la traction animale, c'est très intéressant la traction animale, parce que la traction animale, dans les représentations communes, on imagine qu'il y a une transition de la traction animale au mode de transport avec le charbon et puis les voitures thermiques. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. La révolution ferroviaire et le développement du chemin de fer n'a pas remplacé la traction animale. Elle a développé la traction animale. Il n'y a jamais eu autant de chevaux pour le transport et pour le travail qu'à la fin du 19e siècle. Parce que le chemin de fer, quand il s'est généralisé, a accru les mobilités et a entraîné une forte demande pour d'autres types de mobilité. Les chemins de fer relient les axes principaux, mais pour tous les axes intermédiaires, il faut des systèmes de transport, et c'était des chevaux. Donc il ne faut pas imaginer que le chemin de fer a remplacé le cheval. Le chemin de fer a développé l'utilisation du cheval, et il n'y a jamais eu autant de chevaux en ville. Les premières compagnies de transport collectif, c'était des compagnies hippomobiles à la fin du 19e siècle, à 30 000 chevaux à Paris pour le transport des Parisiens à la fin du siècle. Et donc ça, c'est un point, oui, intéressant. Alors, donc le cheval, c'est pas une technologie morte au 19e siècle. Et d'ailleurs, il y a une réinvention du cheval. Et même au 20e siècle, la traction animale n'est pas une technologie morte. Dans une grande partie du monde, dans les années 70, l'une des sources d'énergie qui restait les plus importantes, c'était la traction animale, si on sort de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord. Donc l'histoire de l'énergie, c'est aussi l'histoire à chaque époque de la coexistence en fait, de types de convertisseurs et de systèmes extrêmement divers. Mais l'histoire de l'énergie est polarisée par la fascination pour l'innovation. Ce qui fait qu'on est toujours intéressé par le dernier convertisseur. C'est une fausse fascination. C'est une fascination qui pose plein de problèmes parce qu'elle empêche de voir la réalité des usages sociaux et des pratiques des populations. Et ça Expliquez-nous pourquoi. Parce que on résout, parce qu'en fait, à chaque époque, on est fasciné par le dernier convertisseur à la mode, qu'on imagine devenir dominant. Mais si on regarde la réalité de ce que les gens utilisent comme type de source d'énergie, en fait, c'est beaucoup plus diversifié, c'est beaucoup plus complexe. Et le problème, c'est que cette fascination pour l'innovation et la technologie fait que les solutions qui sont proposées pour résoudre les questions énergétiques et environnementales sont toujours ramenées à ces questions d'innovation. Et les chercheurs, en partie, jouent ce jeu parce que pour obtenir des crédits, des financements, ils ont besoin de multiplier les promesses. Et du coup, on ne cesse de multiplier les promesses technologiques qui font croire qu'on aura une solution quasiment miraculeuse pour résoudre nos problèmes. Mais alors, ce qui est étonnant, toujours lorsqu'on vous lit, François Jarige, c'est qu'on s'aperçoit que des choix énergétiques présentés comme nouveaux sont en réalité très anciens avec de vieux débats. Par exemple, si on va sur la voiture, puisque c'est quelque chose d'essentiel, on se rend compte que l'utilisation de l'alcool est en fait un très vieux débat en France. Expliquez-nous. L'alcool carburant, dès la fin du 19e siècle, devient une question majeure. Pour beaucoup d'ingénieurs, l'alcool est nettement préférable au pétrole comme carburant pour les premières automobiles, notamment parce que la France n'a pas de pétrole. Enfin, c'est le cœur du problème. La France a très très peu de pétrole, doit importer massivement son pétrole, de même qu'elle manque structurellement de charbon. Il faut importer plus de 50% du charbon. Donc la trajectoire industrielle française a fait qu'on a essayé de trouver toute une série d'alternatives à ces combustibles fossiles qui apparaissaient comme compliqué, trop cher, qu'il fallait importer de l'étranger. Donc l'alcool carburant, alors que la France avait une grande agriculture. Vous avez beaucoup d'ingénieurs au 19e siècle qui expliquent qu'il vaut mieux s'en remettre à la biomasse, s'en remettre à la traction animale, que devenir trop dépendant de ces nouveaux combustibles fossiles. Et donc l'alcool carburant a été promu par les pouvoirs publics à la veille de 1914 comme une solution. Mais la Première Guerre mondiale, évidemment, a rendu notre dépendance au pétrole beaucoup plus forte parce que le pétrole était beaucoup plus performant notamment pour tous les outils militaires, pour les modes de traction qu'a impliqué la Première Guerre mondiale. Et c'est ça le problème, en fait, c'est ça le problème auquel on se heurte aujourd'hui et dont on va parler dans quelques instants, François Jarige, c'est que finalement, l'alliance pétrole et nucléaire a rendu les autres choix énergétiques en apparence moins séduisants. Ça, c'est toute l'histoire des 150 dernières années qui ont donné accès à des sources d'énergie très bon marché. Le pétrole, très bon, le nucléaire pose d'autres problèmes, mais l'accès à des sources d'énergie très bon marché, donc qui ont rendu peu rentable d'autres sources d'énergie. Mais la question du bon marché, du prix, notre ami économiste sera plus compétente que moi pour en parler, est toujours quelque chose d'assez relatif en fonction des choix politiques, des systèmes sociaux. Donc la question de ce qui est rentable, de ce qui est le plus avantageux sur le plan économique pose problème. Pendant longtemps, les machines à vapeur étaient moins avantageuses que les manèges de chevaux pour toute une série de tâches pour les acteurs économiques les plus petits, parce que la machine à vapeur, ça coûte cher, il faut être dépendant de technologies extérieures, de spécialistes, de techniciens et d'un combustible coûteux. Donc la question de l'efficacité est une question assez
assez complexe, je crois. Mais alors aujourd'hui, le raisonnement et la réflexion sur les choix énergétiques, elle se fait quand même avec un système de valeurs complètement différent de ceux d'hier, tout simplement parce que toute la question de l'écologie est une question nouvelle, on peut dire ça, François Jarige? Pas tant que ça, hein. La question de la finitude de la ressource, la question des pollutions est une question qui se pose depuis très 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 longtemps. Qu'est-ce qu'on en disait avant? Alors ça dépend à quelle époque on parle, mais je pense que on a souvent une vision linéaire. Il y avait les gens s'en désintéressaient, et à partir des années 70, il y a eu une prise de conscience qui fait que de plus en plus, on aurait une prise de conscience. Moi, je dirais que d'un point de vue historique, ce qu'on observe, c'est plutôt des choses plus discontinues. Il y a des moments de forte prise de conscience, d'interrogation, avant la Première Guerre mondiale, dans les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale. C'est à la fois le moment où on utilise de plus en plus de charbon et on commence à se convertir au pétrole dans certains domaines, et en même temps, c'est le moment où dans de très nombreuses villes d'Europe, il y a des arrêtés pour limiter la consommation de charbon, limiter les pollutions de l'air, et tout ça va être levé par la Première Guerre mondiale qui impose des nouvelles urgences, de nouvelles priorités. Donc il y a dans les années 30 encore, il y a la résurgence de vifs débats sur la question des pollutions, sur la question des fumées liées à la dépendance au charbon, qui vont être là encore levés par la Première Guerre mondiale. Les années 70 sont un moment fascinant de débats, de controverses, d'expérimentations multiples d'autres systèmes énergétiques qui vont disparaître très largement dans les années 80 dans le contexte de la mondialisation heureuse et d'une réactivation d'un projet modernisateur autour de l'informatique qui fait penser qu'on va sortir de cette vieille civilisation fossile grâce à toutes ces évolutions. Puis le débat a ressurgi dans les années 90, 2000, avec l'émergence et la montée en puissance des énergies renouvelables. Mais le cœur du problème des énergies renouvelables, c'est si on pense les énergies renouvelables comme on pense les énergies fossiles, c'est-à-dire si on veut faire la même chose qu'on fait avec les énergies fossiles et le nucléaire avec les énergies renouvelables, ça ne fonctionnera sans doute pas. C'est-à-dire que puisque chaque convertisseur énergétique implique en fait des rapports sociaux différents, des modes de production Qu'est-ce qu'il différents. pourrait y avoir par exemple comme aporie, comme impasse, François Jarige? Mais le problème, c'est que nos modes de déplacement, nos modes de consommation, nos modes de production sont liés à un système énergétique fossile et à un système électrique en France qui dépend du nucléaire. Donc si on veut faire la même chose avec des éoliennes, avec du photovoltaïque, il va falloir produire des quantités totalement astronomiques, ce qui va poser aussi énormément de problèmes en termes c'est toutes les controverses actuelles sur les installations d'éoliennes. Si on veut augmenter et développer massivement l'éolien, c'est ce qui est en train de se mettre en place avec des champs gigantesques qui doivent... En fait, l'idée, c'est de faire des éoliens, de produire l'équivalent d'une centrale nucléaire avec des parcs éoliens. Or, on ne peut pas. On ne peut pas, parce que l'éolien, par essence, par nature, d'un point de vue technique, ne peut pas produire la même quantité d'énergie, parce qu'il y a des logiques d'intermittence, etc. Donc certains imaginent que grâce au numérique, on pourra compenser ces problèmes d'intermittence par une meilleure gestion du réseau. Mais je pense que c'est ça. Ce qu'il faut, c'est imaginer... Ça a été très utilisé, donc ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux intelligents, font partie de ces... Alors, les uns diront trouvailles, les autres mirages, qui sont actuellement extrêmement à la mode. On est dans le moment maximal de propagande, j'ai envie de dire, sur la Smart City, par exemple, sur les Smart Grids, qui sont présentés comme les solutions miraculeuses pour engager la transition énergétique. Si vous dites propagande, c'est que vous n'y croyez pas, François Jarige. Pourquoi? Après, je suis historien, pourquoi j'y crois pas? Parce que ça ressemble tellement à toute une série de promesses technologiques qui ont existé dans le passé, parce que c'est promu par des acteurs qui ont besoin de construire des marchés, qui ont besoin de diffuser leurs marchandises, parce que c'est repris par des élus locaux qui s'inscrivent dans une compétition entre métropoles. Et donc, je n'y crois pas, effectivement. François Jarige, on se retrouve dans quelques instants. Le livre que vous avez publié avec Alexis Vrignon, Face à la puissance, aux éditions de La Découverte, on y apprend énormément de choses. Vous serez rejoint donc par Anna Créti, professeure à l'Université de Paris-Dauphine. Elle nous éclairera sur les choix énergétiques à très court terme que doit faire la France sur le plan industriel avec les soucis d'Engie et ceux d'EDF. Qu'est-ce qu'il signifie en matière de représentation qu'on se fait de cette industrie et puis aussi en matière de choix d'État? Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La France et l'Europe sont confrontées aux défis de la transition énergétique. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un historien, François Jarige. Vous publiez un ouvrage collectif avec Alexis Vrignon, Face à la puissance, à la découverte, et vous appartenez à cette jeune génération d'universitaires, d'intellectuels qui réfléchit à l'écologie, aux compagnies de Jean-Baptiste Fressos, Pierre Charbonnier, qu'on entend sur l'antenne de France Culture, et nous sommes heureux de pouvoir faire profiter aux auditeurs de vos réflexions. En face de vous, une économiste qui connaît
parfaitement cette question. Anna Créti, bonjour. Vous êtes professeure à l'Université de Paris-Dauphine et directrice de la chaire Économie et Climat. On a suivi au matin les déboires d'Engie. Que se passe-t-il aujourd'hui dans cette entreprise et en quoi est-ce symptomatique de la situation aujourd'hui du secteur de l'énergie en France ? Oui, en effet, quand on parle de transition énergétique, on n'a pas seulement un problème de technologie, mais après, on a un problème aussi des entreprises qui sont derrière ces changements. Et comme on me disait tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un processus linéaire. Donc, je ne suis pas surprise de ces crises, de ces tremblements de terre, parce que cela va faire partie de plus en plus de comment les entreprises réagissent à ces changements. Les cas particuliers d'Engie, voilà, ce n'est pas les seuls, mais Engie est déjà le résultat d'une fusion, d'une acquisition. Donc, dans les 15-20 dernières années, c'est une entreprise qui a essayé de prendre en fait déjà ces tournants. D'abord avec l'introduction de la concurrence, la conception de nouveaux business models qui n'étaient pas seulement basés sur les gaz, mais aussi avec donc, la Compagnie Générale des Eaux et Suez, avec donc, les business plus liés à la partie hydroélectricité, à la distribution d'eau également. Donc, on a eu un peu la réalisation d'une entreprise tentaculaire qui a pris les virages du changement du panorama de l'énergie en se disant c'est bien d'être diversifié. Le problème, c'est que quand on fait cela, derrière, il faut être solide. Il faut avoir un plan de long terme sur les investissements et ne pas se tromper quelque part d'objectif. Or, quand on diversifie entre guillemets trop, on peut perdre en fait la vision un peu corporate et on peut perdre l'unité aussi de la gouvernance de l'entreprise. Et à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Alors, dans les 2 dernières années, Engie était un peu en retrait parce qu'elle a un peu cherché son identité dans la transition énergétique. Donc ils ont trop fait, parce que c'est quand même assez paradoxal, Anna Créti. On demande aux entreprises, aux Français, une transition énergétique. François Jarry, j'aime pas le terme, mais en tout cas, on leur demande d'utiliser moins d'énergie non renouvelable. C'est ce que fait Engie. Et finalement, c'est ça les problèmes d'Engie ? Ce n'est pas le fait de dire, c'est un peu un raccourci dangereux, de dire que parce qu'ils se sont tournés vers les énergies renouvelables, ils ont aujourd'hui des problèmes. Intégrer les business des énergies renouvelables chez un énergéticien, entre guillemets, classique, ne peut se faire que si on change, en fait, la vision et l'organisation de la société, parce que ce ne sont pas des énergies qui répondent à une vision centralisée. Donc c'est le point fondamental. Jusqu'à présent, on a évolué avec l'idée qu'il y a presque un dirigisme dans la notion d'investissement dans l'énergie, que c'est décidé d'abord par les États et après la cheville ouvrière de l'État, ce sont les grandes compagnies d'État. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Les énergies renouvelables sont des énergies territoriales, sont des énergies à petite échelle et donc elles vont challenger cette vision très unitaire du monde de l'énergie. François Jarry, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que vous, en fait, l'une des thèses de votre livre consiste à dire les choix énergétiques sont des choix de société, d'organisation de la société. Et dès lors, cette question pour Engie, pour l'implication de l'État, elle vous parle ? Oui, en fait, il y a tellement de choses à dire potentiellement sur ces questions, mais moi, ce qui me fascine, c'est que les grands groupes, comme vous dites, les grands groupes énergétiques classiques, c'est-à-dire ceux qui se sont développés pour accompagner l'utilisation notamment des énergies fossiles, se mettent sur le créneau des énergies renouvelables de façon assez massive. Total passe son temps à dire qu'ils veulent devenir un acteur important. Donc là, on est dans du discours. C'est-à-dire que ces grands énergéticiens essayent d'utiliser aussi le renouvelable. Le problème, il me semble, mais je sais pas, je serais curieux d'avoir votre avis, le problème, il me semble, c'est que ces grands acteurs qui se sont construits au cours du XXe siècle avec une vision très centralisée, justement, essayent d'appliquer cette logique-là lorsqu'ils investissent le secteur des renouvelables. Et là, ça pose un problème, parce que précisément, en faisant ça, on fait disparaître ce qui aussi pouvait être la singularité des renouvelables, c'est-à-dire de transformer notre rapport à l'énergie. Vous le dites, les énergies renouvelables impliquent des formes de localisation
d'exploitation, des modes d'organisation à l'échelle locale qui sont très différents des grands réseaux, des grands macrosystèmes techniques centralisés. Or, on essaye aujourd'hui finalement de réinstaller le système des énergies renouvelables dans ce cadre de pensée très centralisé, très concentré. Et ça fait perdre en fait le champ des alternatives sociales et politiques qui étaient impliquées dans ces systèmes d'énergie alternative à petite échelle, etc. Et je pense que c'est ça le cœur du problème aujourd'hui. On assiste à un moment d'électrification massive. Et le problème, c'est que la question de l'énergie, il faut retrouver un contact avec l'énergie. Il faut que les populations en fait, comprennent d'où vient l'énergie, comment on produit l'énergie, comment on consomme l'énergie. Et le système centralisé qui s'est mis en place au XXe siècle rend l'énergie abstraite, en fait. Il suffit d'appuyer sur un bouton, il y a un fluide miraculeux qui apparaît. Or, justement, notre problème, c'est qu'il faut qu'on rende le rapport à l'énergie concret pour pouvoir diminuer nos consommations d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez, Anna Créti, notamment si on étend ce raisonnement? Alors, Engie, on a vu qu'il y avait des soucis. EDF, quelle est la situation aujourd'hui d'EDF ? Et c'est ça la puissance, parce que EDF maîtrise une technologie qui a un très grand souci, disons, d'irréversibilité, qui a hérité donc d'une volonté d'électrification massive, de réalisation d'un parc électronucléaire qui pensait dans les années 70 pour l'indépendance énergétique. Aujourd'hui, l'indépendance énergétique n'est plus un problème. Par contre, la technologie est là. Irréversibilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on produit l'électricité à partir d'une seule source, qu'il s'agisse du nucléaire, du gaz, du pétrole, c'est vraiment la dépendance par rapport à une seule source d'énergie. Cela va entraîner en fait une forme d'organisation du secteur très intensif en capital qu'il est difficile après de changer. Donc tous les systèmes sont pensés pour exploiter une seule technologie, qui plus est avec aussi des spécificités qui vont de la sûreté à la gestion justement centralisée, aux besoins d'exploitation très particuliers des centrales, aux déchets. Donc c'est toute une filière qui est gérée par un acteur unique, une seule technologie. Donc là, c'est clair que pour moi, la transition énergétique, et je parle volontiers de révolution énergétique moderne, va intégrer difficilement ces formes de technologies uniques, la dictature des technologies. Mais alors ça, c'est intéressant, François Jarriche, du point de vue historique, et ça permet du coup d'imaginer le futur, tout simplement parce que l'État, il s'est construit historiquement avec les adductions d'eau, avec les réseaux d'énergie, et aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle en anglais les utilities, les communs notamment, donc ces réseaux électriques. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? La dialectique entre centralisation par l'État et micro. Ce qu'il faut bien voir, c'est que jusqu'au 19e siècle, l'énergie était une affaire complètement locale, totalement dépendante du milieu. Il y avait des régions où on utilisait massivement l'hydraulique, d'autres où on utilisait massivement l'éolien, d'autres où on utilisait massivement la biomasse. C'était extrêmement variable et les populations entretenaient un rapport concret à l'énergie qui dépendait de leur contexte de vie et de leur milieu de vie. L'histoire de l'énergie des 150 dernières années a été l'histoire d'une abstraction progressive par la construction par l'implication de l'État, par la construction de grands réseaux, de grands macrosystèmes techniques qui s'incarnent aujourd'hui dans les lignes à haute tension et le réseau d'électricité. Et donc, l'État a joué un rôle majeur. C'est-à-dire que c'est à partir du 19e siècle que l'État est devenu un acteur central parce que l'énergie est devenue stratégique, il a fallu sécuriser les sources d'approvisionnement en combustible, il a fallu financer la mise en place et la construction des grands réseaux d'approvisionnement énergétique. Et donc voilà, l'État est devenu un acteur central. Et là, on assiste évidemment à un moment de bascule parce que ce centralisme étatique qui a accompagné l'essor de l'énergie du XXe siècle rentre en crise. Et en même temps, ce sont les acteurs qui sont en place. Et donc, ils continuent d'essayer de véhiculer la même logique. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour vous, ils mènent la guerre du futur avec les armes du passé. Est-ce que pour vous, il est possible, même si, semble-t-il, c'est pas du tout ce à quoi on assiste dans le secteur, que finalement, l'État abandonne une partie de ses prérogatives dans ce domaine ? Non, mais je pense pas. C'est compliqué cette affaire parce que je pense pas non plus qu'il soit vraiment pertinent que l'État abandonne ses prérogatives parce que dans un marché qui s'est mondialisé avec des acteurs, il est très important qu'il y ait une régulation étatique, qu'il y ait un cadre légal étatique, que l'État soit à la manœuvre pour mettre en place des infrastructures. C'est pas les acteurs privés qui doivent être à la manœuvre pour penser les infrastructures du futur parce que ces acteurs privés, ils sont quand même mus d'abord par la quête du profit et la conquête de marché. Donc il faut retrouver le sens du bien commun.
commun là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, Anna Créti, vous qui êtes économiste? Je pense qu'il y a quand même une variable très importante dans les raisonnements. En fait, pourquoi on se trouve face à cette crise et face à ces questionnements en fait, de l'évolution du monde de l'énergie. C'est en fait le mariage avec le climat qui a vraiment menacé cette logique. Du point de vue je dirais structurel et du point de vue technologique, on aurait pu continuer à développer le monde de l'énergie avec cette vision centralisée, à améliorer toute forme de fonctionnalité énergétique et à porter en fait des progrès et garder cette vision très abstraite. Ce qui a mis un peu en danger ces paradigmes, c'est la nécessité de revenir en arrière quelque part en décarbonant le monde de l'énergie. Et donc là, l'État, il a quand même une autre fonction. Ce n'est pas seulement le maître du progrès technologique et le fait de trouver la place dans un monde qui devient de plus en plus globalisé, etc. Mais il a quand même un rôle de régulation très particulier qui est celui de diminuer le contenu carbone de l'énergie. Donc cette fonction-là, qui est assez difficile de porter, a à la fois accéléré certains changements et à la fois créé des morcellements dans les logiques précédentes, d'où aussi on revient justement au problème initial, la réaction des grands groupes à ces nouveaux défis. Mais alors ça, c'est une vraie contradiction qu'il va falloir penser, François Jarich, parce que d'un autre côté, il n'y a que l'État qui, a priori, peut inciter à abandonner les énergies carbonées, et l'État français, il n'a qu'une tradition dans ses grands chaudrons, et notamment nucléaires, qui pose toute une série de questions. Oui, c'est vrai que c'est le cœur. Enfin, la spécificité de la situation française, c'est le nucléaire, c'est l'importance du nucléaire dans l'appareil d'État, c'est la confiance très forte dans le fait que le nucléaire va résoudre les problèmes énergétiques successifs. Il a été construit comme ça dans les années 70. Et le nucléaire s'adapte en fait à chaque époque, à chaque génération, au contexte. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est l'énergie propre. C'est présenté comme ça par toute une série de lobbying pro-nucléaire qui expliquent que le nucléaire est la solution pour décarboner l'économie. Donc là, évidemment, on voit bien qu'en fait, beaucoup d'acteurs en fait, surfent sur la controverse, le débat, il n'y a plus de controverse, sur le constat du changement climatique pour promouvoir la filière nucléaire. Donc face à cette solution qui serait une sorte de nucléaire renouvelé avec toute une série de promesses, ITER, les réacteurs du futur qui doivent être propres, etc. Là, on est vraiment dans la reproduction des vieilles lunes, des vieilles promesses technoscientifiques. Moi, je la vois déjà au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, quand il y a un débat sur les pollutions et sur la finitude des ressources des énergies fossiles, toute une série d'ingénieurs expliquent qu'il n'y a pas de souci, il y aura des ingénieurs merveilleux qui inventeront le convertisseur miraculeux qui permettra de capter la chaleur centrale du soleil et d'avoir une énergie infinie. C'est-à-dire qu'on nous fait, à chaque génération, on réinvente l'énergie infinie, gratuite et abondante, parce qu'on ne veut pas prendre en compte le fait que ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on contracte nos consommations d'énergie et qu'on ne pourra pas produire l'équivalent de ce qu'on produisait avec les fossiles et le nucléaire avec les renouvelables. On peut dire les deux. Jean-Marc Jancovici dit à la fois qu'il est aujourd'hui impossible de se passer du nucléaire et qu'il va falloir être plus sobre à l'avenir, qu'il va falloir... Oui, sans doute. Dans le mix énergétique, le problème, c'est que ça, c'est la position de Jean-Marc Jancovici, c'est-à-dire on peut faire les deux. Le problème, c'est que pour beaucoup, le nucléaire, c'est pas ça. Le nucléaire, c'est ce qui va permettre de ne pas penser à nos modes de vie, à nos modes d'organisation sociale, en maintenant de très grandes consommations d'énergie. On ne peut pas prendre les turpitudes des ceux qui pensent qu'il n'y a pas de sobriété énergétique à penser grâce au nucléaire. Si on met ceci de côté, est-ce que vous pensez, François Jarich, comme pour vous, en fait, l'histoire des énergies est une histoire d'empilement des énergies? Ça veut dire qu'on ne va pas se passer du nucléaire demain. On va sans doute pas se passer du nucléaire demain en France, vu la situation du mix énergétique nucléaire. Mais si on veut se passer du nucléaire, il va falloir réfléchir en profondeur aux infrastructures, aux modes de vie, aux modes de consommation. Et l'électrification massive et l'entrée de la 5G et des objets connectés qui commencent à être diffusés de tous les côtés va pas aider non plus à changer nos infrastructures énergétiques dans le sens d'une diminution des consommations. Anna Créti. Le nucléaire ne va pas disparaître du jour au lendemain, surtout parce que, comme je l'ai dit souvent, le nucléaire coûte à être là et coûte aussi à être démantelé. Donc, il s'agit de trouver le bon équilibre dans cette question de mix énergétique décarboné. Il faut faire de la place aux énergies renouvelables, donc cela va comporter automatiquement qu'il faut se diriger vers une baisse de la part du nucléaire. C'est très difficile parce que derrière, il y a toute une
une économie qui en dépend. Cela montre en fait la difficulté de cette transition qui est celle de détruire du capital. Qu'est-ce que ça veut dire détruire du capital? C'est la première en fait transition, on va dire révolution ou changement technologique dans lequel au lieu d'accumuler, on doit décumuler, on doit revenir un peu en arrière. Au lieu de trouver quelque chose qui est moins cher, probablement on va trouver quelque chose qui est plus cher. Donc on va un peu à l'encontre justement du trend historique. Donc ça veut dire qu'il faut désinvestir et il faut guider en fait ces désinvestissements vers les biens, en plus les biens communs. Donc cela change complètement la perspective dont on a vu les secteurs de l'énergie, mais aussi celui des transports et aussi nos modes de vie évoluer. Mais alors détruire du capital, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, on va acheter l'énergie plus chère, de toute façon c'est déjà le cas, et ça veut dire qu'on va accepter une baisse de la compétitivité de certaines activités. Il faut passer par là. Il faut passer par là parce que effectivement, il faut donner un signal de ce qui est souhaitable à long terme. On n'a jamais fait quelque chose de ces genres en disant quelque chose qui va bien à long terme est plus cher. Donc il faut orienter les choix dans ce sens. C'est pour ça que mettre un prix au carbone va aider en fait dans cette direction et il faut l'accepter. Oui, mais là aussi, la question c'est de savoir si par exemple l'Europe est seule à décider de cela, sans les États-Unis, sans la Chine, sans l'Inde, qu'est-ce qui va se passer, Anna Creti? On a toujours dit que le rôle de l'Europe était celui de cavalier seul. Ce n'est Je dirais, il y a quand même une cohérence dans les choix européens. Et moi, je trouve qu'il serait surtout dommage de revenir en arrière ou de les arrêter parce que les autres ne les font pas. Parce que ça, c'est vraiment le problème du passager clandestin. Au moins qu'il y ait un passager qui continue sa route. Mais alors, ça veut dire que l'avenir peut être assez surprenant, François Jarich, parce que si on reprend finalement la fin de l'État centralisateur pour les énergies, cela signifie qu'il va falloir penser une décentralisation et penser quasiment une autre forme d'organisation de nos modes de vie, mais aussi de nos modes de production de l'énergie. Mais ça commence à se mettre en place. Il y a des expérimentations qui sont... Lesquelles ? Un peu partout, il y a des collectivités qui essayent de mettre en place des coopératives solaires, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Mais évidemment, à l'échelle de l'ensemble des productions et des consommations, ça reste très marginal. Et on est dans cette situation paradoxale où il y a une multiplication d'expérimentations, d'alternatives, d'implications, d'associations citoyennes en faveur de ces transitions écologiques, mais c'est ça le problème dans lequel on est aujourd'hui, qui ne remettent pas vraiment, qui apparaissent plus en fait comme des espèces d'espaces de marginalité acceptables et qui donnent le sentiment qu'il se passe quelque chose, et dans le même temps, les acteurs dominants du secteur, l'État comme les grandes entreprises, en fait, continuent d'utiliser les vieilles solutions, quoi. Mais ils n'abandonnent pas leurs prérogatives. Non, il y a toute une série de difficultés lorsqu'on veut installer une éolienne chez soi, ce genre de choses. C'est très compliqué parce que, notamment, l'État ne l'autorise pas. L'État... Mais le problème, c'est que voilà, une éolienne, c'est très différent. Une éolienne, ce qui est installé dans une exploitation agricole pour répondre à tel besoin, et un champ d'éoliennes gigantesque relié pour approvisionner une région entière en énergie. Donc, quand on parle de l'éolien, en fait, on a l'impression qu'on parle de la même chose, mais il y a des modèles, des systèmes d'organisation qui sont extrêmement variables. Et donc, au-delà de la technique et de la fascination pour la technique, ce qu'il faut voir, c'est comment cette technique produit, encore une fois, des formes d'organisation collective et comment les populations peuvent s'approprier cette technique. Et c'est pas la même chose. Donc, l'éolienne, il y a des systèmes techniques très différents entre les éoliennes géantes et des systèmes à plus petite échelle. Il ne faut pas oublier que la conquête de l'Ouest aux États-Unis s'est fait avec des petites éoliennes hydrauliques. Il y avait des centaines de milliers partout qui ont permis la mise en culture de tout un territoire. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, dans des pays comme le Danemark, une grande partie de l'électricité était produite localement par des éoliennes hydroélectriques pour approvisionner des petites communautés ou des petites exploitations agricoles. Donc, et le système éolien qui est en train de se mettre en place depuis 10 ans, de plus en plus contrôlé par l'État avec sa vision centralisatrice et par des grands acteurs économiques du secteur de l'énergie, en fait, essaye de faire de l'éolien comme on faisait du nucléaire avant. Et ça, c'est un problème, parce que ça fait perdre ce qu'il y avait comme possibilité alternative dans ce système-là. Anna Creti, aujourd'hui, ces choix énergétiques, ils sont rendus plus compliqués encore par le fait que le secteur énergétique en France est un secteur qui rencontre beaucoup de difficultés. On l'a vu avec
Engie, il y a des choix industriels, des choix structurants, comme on dit maintenant, qui vont devoir être faits. Quelle implication, du coup, pour le futur ? Je pense que ces frictions doivent être résolues et il ne faut pas perdre trop de temps et toutefois il ne faut pas laisser sur les carreaux aussi des grands groupes énergétiques. C'est vrai qu'il y a ces défis de dire donc, comment on intègre cette vision des énergies décentralisées et qui plus est la beauté des énergies renouvelables, l'effet d'être modulable. Donc est-ce qu'il y a un paradigme commun? Est-ce qu'il y a une spécialisation régionale qui se met en place, une spécialisation européenne? La question fondamentale, c'est de trouver un équilibre aussi entre les ressources énergétiques, les ressources qui sont disponibles en quantité, force et puissance différentes sur les territoires, et la vision aussi centralisée de l'investissement dans l'énergie. Pour moi, ces frictions témoignent en fait d'une phase où on cherche ce qu'on appelle un nouveau business model dans le monde de l'énergie et c'est sûr qu'il est de moins en moins adéquat à être porté par des grands groupes seulement. Ça veut dire que finalement, l'avenir, François Jarige, c'est assez paradoxal parce qu'il est à la fois du côté, vous parlez de ces utopies locales avec ces petites communautés qui se mettent en place pour tenter de produire leur propre énergie. Ça veut dire qu'on est loin finalement de l'État jacobin et on est très proche de certaines utopies libertariennes ou libérales qui ont confiance finalement dans des systèmes qui sont produits à toute petite échelle au niveau des individus. Oui, alors on peut parler des utopies libertariennes, mais il n'y a pas seulement ces utopies libertariennes, il y a toute une tradition d'utopie anarchiste, d'utopie de l'autonomie communale. C'est pas forcément loin des utopies libertariennes. Ça, c'est un vaste débat dans lequel on ne peut pas rentrer tout de suite, mais je veux dire, à la fin du XIXe siècle, les théoriciens anarchistes voient dans l'électricité le moyen de rompre avec le grand capitalisme fossile et centralisateur en inventant une société décentralisée de petites communautés autonomes, et l'électricité était pensée comme l'outil possible de cette révolution politique. Et finalement, l'électricité est devenue un système centralisé avec des barrages géants, des centrales nucléaires qui produisent en masse et approvisionnent sur des grandes distances. Donc voilà, l'électricité au début était pensée comme un système, un vecteur énergétique qui pouvait renverser complètement le système. Le problème aujourd'hui, on arrive à la fin, je voulais juste dire un petit mot sur ces... Le problème aujourd'hui, c'est la question sociale. Puisque là, on parle de questions techniques, de questions énergétiques. Le débat, la controverse, le moment des gilets jaunes a montré que les politiques qui visent à réduire nos consommations d'énergie ne peuvent être mises en place qu'en étant très attentif à la question sociale. Parce qu'on est dans une société de plus en plus inégalitaire, et si la question énergétique, si la réduction et la décroissance de nos consommations énergétiques passe par une accentuation des inégalités, là, ça va mener à des tensions sociales extrêmement fortes. Donc la diminution et la décroissance de nos consommations énergétiques, qui est indispensable en fait, qui doit être premier, ne peut se mettre en place qu'avec des systèmes, des politiques sociales très égalitaires et redistributives. Un mot de conclusion, Anna Créti. Oui, je pense que... il faut parler aujourd'hui de système énergétique, donc il faut mettre dans ces paniers différentes technologies, une gestion du réseau, parce que c'est qui a expliqué un peu les passages dans les passés, je pense, entre les centralisés et les décentralisés, ça a été la construction du réseau, qui a fait partie donc des grandes révolutions technologiques. Et aujourd'hui, il faut effectivement changer, je suis d'accord avec vous, il faut changer les comportements, et il n'y a que cela qui pourra guider en fait les meilleurs choix de politique énergétique dans le futur. Anna Créti, merci pour vos éclairages. François Jarige, votre livre en compagnie d'Alexis Vrignon, Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel, est publié aux éditions de la Découverte. Je vous présente mes trois camarades qui viennent prolonger l'émission. Aurélien Bélanger, Mathilde Serrel et Hervé Gardette. Bonjour à tous les trois. Aurélien, de quoi allez-vous nous parler ? Une aventure baroque dans le Paris de 2020. Hervé Gardette. L'exemplarité de l'État est-elle un exemple à suivre ? Et enfin Mathilde Serrel. Révolution au César. Dans quelques instants, 8h45.